Du coup, oui, du coup, on va traiter les actualités cette fois-ci un peu, on va dire, thème par thème. D'où vient mon pull? Il vient de Dollskill, c'est un site de Technopouf. Alors, oui, du coup, Gaza. On va parler un peu de Gaza, du coup, dans ce format d'actualité. Je vous ai sélectionné. Alors, j'ai pas été chercher très loin, en fait, au final, parce que j'ai un peu été checker à droite à gauche un milliard de trucs, etc. et tout. Et au final, j'ai surtout trouvé des bons articles côté chez Luma. Donc, bon, on va react à 3 articles de Luma qui parlent du coup de toute cette histoire. Parce que les 3 sujets me semblaient intéressants et connectés, en fait. Donc, du coup, bah, on va un petit peu en discuter, si vous le voulez bien. Parce que du coup, voilà, l'information est sortie et officielle. Maintenant, on peut quand même un petit peu le sortir tel quel, à savoir que, bah, en fait, Israël a reçu 400 millions d'euros de l'Union européenne. D'accord. Dans un tweet, Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens, dévoile qu'en plein génocide à Gaza, Israël est le deuxième État à percevoir par habitant le plus de fonds européens destinés à financer des startups et autres entreprises innovantes. Et alors, ça peut sembler peut-être un petit peu genre oui, bon, c'est des entreprises, ce que tu veux, etc., 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 etc. La vérité, c'est que les liens entre le privé et le public, quand on parle de colonisation, ils sont très, très, très importants. C'est-à-dire que entreprendre, si tu veux, à la base, il y a certaines époques où le meilleur truc à faire, c'est d'aller dans les colonies, hein. Littéralement. Enfin, c'est-à-dire que il y a vraiment, en fait, un lien profond, en fait, entre le fait de venir entreprendre et le fait de coloniser, tu vois, en particulier dans ces zones-là. Innover en quoi? Ah ben vous voulez savoir en quoi Israël innove? Mais attendez, vous savez qui c'est qui possède, enfin qui c'est qui a inventé Pegasus? Genre littéralement des logiciels d'espionnage. Enfin, Israël, ils sont au top du top du top en ce qui concerne l'armement, en ce qui concerne le renseignement. Enfin, tous les trucs un peu red flag, Israël, ils sont vraiment au top du top du top du top de l'innovation, hein. Puis ils ont aussi d'autres startups un peu pépites, hein. Genre, vous connaissez MyHeritage? Il y a, ouais, c'est ça, la cybersécurité, tout ce qui va être plein de trucs. Ah oui, oui, si, si, complètement. Ah oui, bah, MyHeritage, c'est une entreprise israélienne, je crois, non? Genre, si je dis pas de bêtises, hein. C'est pas le premier pays d'import et d'export d'armes auprès des États-Unis. Bah, il y a un bail de genre, c'est compliqué les armes, parce que les armes, entre autres, on leur vend des parties, eux ils les assemblent, il y a plein plein de trucs comme ça. Oui, oui, c'est ça, merci beaucoup tout le monde. Oui, MyHeritage, c'est une entreprise israélienne, hein. Oui. Better Help aussi, ouais, 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 ouais. Ouais, les pubs de YouTube, tout à fait. Je croyais que c'était des Mormons. Non, non, c'est des Israéliens. Donc oui, il y a plein d'entreprises aux États-Unis. D'ailleurs, c'est un secteur économique qui fonctionne bien, hein. Enfin, du coup, continuons l'article. C'est Francesca Albanese, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le territoire palestinien, qui a relevé le poteau rose dans un message sur le réseau social X le 29 août. Israël est le deuxième État, ça on l'a déjà lu, pardon. Il n'aura pourtant échappé à personne qu'Israël ne fait pas partie de l'Union européenne. C'est vrai ça? C'est bah, bizarre, non, du coup, quand même, parce que bon, genre, Israël touche quand même plus d'argent par habitant que certains pays de l'Union Européenne. C'est un peu bizarre, non? C'est donc en vertu de son accord avec l'association avec l'Union qu'Israël peut percevoir cette manne versée par le Conseil européen pour l'innovation. Des innovations utilisées sur le champ de bataille. En plein génocide, quelle part de ces subventions est allée à des innovations utilisées sur les champs de bataille à Gaza ou ailleurs, s'interroge encore Francesca Albanese en exigeant que ce programme soit interrompu immédiatement. Et elle a tout à fait raison. D'ailleurs, il faut savoir que des espèces de grands centres d'expérimentation de la répression, il y en a eu plusieurs au cours de l'histoire. Genre, c'est-à-dire que Israël aujourd'hui, enfin Palestine plutôt, c'est un endroit qui sert vraiment d'expérimentation pour toutes les nouvelles technologies sécuritaires, répressives et guerrières. Mais il faut savoir qu'on a fait pareil avec l'Algérie, hein. Nous, on va pouvoir se relancer du coup dans les actualités. Alors, on s'attend, on en prend hélas pas le chemin. L'Union Européenne, qui se réunissait le 30 août sur le sujet de l'accord de l'association UE-Israël, n'a pas réussi à se mettre d'accord sur le
train de sanctions à minima à l'encontre de Tel Aviv. Donc en fait voilà, c'est-à-dire que non seulement si on compare avec la Russie, on va assez vite se rendre compte que en fait on arrive assez facilement à sanctionner la Russie, difficilement à sanctionner Israël, alors que genre au niveau de l'ONU et bref, beaucoup de choses à dire encore une fois par rapport à ça. Mais en plus de pas les sanctionner, on leur file du blé. C'est-à-dire que nous déjà, en France, on pète un câble parce que l'État redistribue de l'argent aux entreprises plutôt que de le mettre dans les hôpitaux. Et à l'échelle de l'Europe, cet argent, on le donne à Gaza. Et alors, et attention, on ne parle pas des aides au développement, on ne parle pas des aides pour l'accès à l'eau, on ne parle pas de tous ces trucs qui sont censés nous servir à essayer de minimiser l'impact. Non, non, là c'est vraiment pour l'innovation, hein, d'accord? L'innovation génocidaire. On en est là. Donc voilà, petite entrée en matière sur sur aujourd'hui du coup. Donc effectivement, ça rend complètement taré. Je veux dire, on savait déjà que, par exemple, il y avait la branche française de MBDA, qui sont des gens qui fabriquent des missiles, qui filent des missiles à Israël. On en avait déjà parlé, c'était un article de Disclose, qui montrait qu'en fait, tous les missiles à tête chercheuse, là, qui servent à cibler précisément des hôpitaux et des écoles, c'était nous aussi. Du coup, maintenant, on apprend que, bah voilà, 400 millions d'euros de l'Europe pour financer la colonisation de Gaza. Tout simplement, hein. Et donc, en parallèle de ça, vous voyez, genre, les gens ont trop envie de faire de l'innovation à Gaza. Genre, ils ont trop envie de pouvoir dépenser notre argent, littéralement notre argent, pour pouvoir faire leur colonisation et faire leur génocide tranquillement. Mais alors, du coup, ce serait dommage qu'il y ait des journalistes en plus. Ce serait dommage qu'en plus de ça, tu vois, il y ait des gens qui puissent, par exemple, genre, renseigner ce qui se passe là-bas avec l'argent qu'on leur donne. Les armes qu'on leur donne. Et ben en fait non, parce que du coup Nasser Abubakar, journaliste, qui est journaliste, du coup le gouvernement israélien ne veut aucune couverture médiatique du génocide à Gaza. Aucune. Depuis le 7 octobre 2023, les journalistes palestiniens sont délibérément pris pour cible par l'armée israélienne. Le secrétaire général du syndicat des journalistes palestiniens, Nasser Abubakar, condamne le silence des dirigeants européens. Depuis 2 ans, les journalistes à Gaza tentent de faire leur travail. Ils sont ciblés et tués par l'armée israélienne. Pourquoi? On rappelle, encore une fois, qu'il y a eu plus de journalistes morts durant le génocide, enfin, depuis le 7 octobre, qu'il y en a eu durant, genre, la guerre de Corée, plus, genre, la Première Guerre mondiale, plus 2 autres guerres, je sais plus lesquelles. L'armée israélienne a pour politique de cibler systématiquement les journalistes palestiniens. Au moins 246 d'entre eux ont été tués en 23 mois. Cela signifie un mort tous les 3 jours. Elle en a également blessé 400 et arrêté plus de 200. Donc c'est pas dommages collatéraux, hein. Enfin c'est la deuxième guerre mondiale et la guerre du Golfe, ouais c'est ça. Plus de journalistes morts du coup à Gaza depuis 7 octobre que pendant la première, la seconde guerre mondiale, la guerre du Golfe et la guerre de Corée réunies. D'ailleurs, plus de 600 membres de leur famille ont également été tués. Ce ciblage est donc bien systématique. Pourquoi? Parce que le gouvernement israélien ne veut aucune couverture médiatique du génocide contre le peuple à Gaza. Jusqu'à 200 000 personnes ont été tuées ou blessées, plus d'un demi-million de maisons et toutes les infrastructures ont été détruites en les bombardements jour et nuit. L'objectif est donc d'imposer un contrôle total de l'information. Les autorités israéliennes interdisent à tous les médias internationaux d'entrer dans le territoire palestinien, soit 4320 journalistes issus de nombreux pays étrangers qui sont bloqués. Elles ne veulent pas que le génocide perpétré par l'armée israélienne contre le peuple palestinien soit filmé et documenté. Ce n'est pas la première fois que ce procédé est utilisé à Gaza ou en Cisjordanie. Oui, tous les 3 jours, ça semble faire beaucoup, hein. Depuis le 7 octobre. Bien avant le 7 octobre 2023, oui, sachant qu'évidemment, il se faisait déjà fliquer, tuer, arrêter et torturer les journalistes à Gaza avant le 7 octobre, bien sûr, ça s'est juste intensifié. Bien avant le 7 octobre 2023, les soldats israéliens les avaient déjà attaqués, en témoigne l'assassinat de Shirin Abu Akleh, correspondante pour Al Jazeera en 2022.
ceux du journaliste italien Raffaele Cirilello en 2002, ou encore James Miller à Rafah. Entre 2000 et le 7 octobre 2023, 56 journalistes ont été tués. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, du 7 octobre à la fin de l'année 2023, nous avons recensé 1641 attaques contre des journalistes palestiniens. 1641 attaques contre des journalistes. Depuis 7 octobre 2023, ça doit faire quoi? Genre, bientôt 2 ans? Comprenez-vous le silence et l'absence de condamnation de la part des dirigeants occidentaux? La loi, le droit international et les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme à Genève, ont déclaré qu'il s'agissait de crimes de guerre. Pourtant, la plupart des dirigeants occidentaux restent silencieux. Il s'agit d'une complicité, car ils laissent se dérouler des actes que leur constitution ou le droit international interdisent. Nous appelons sans cesse à respecter la liberté des médias et la liberté d'expression. Et nous réclamons que ces dirigeants agissent très rapidement pour protéger nos collègues. Ils doivent prendre des mesures immédiates contre le gouvernement israélien pour stopper ces crimes de guerre et mettre fin à la famine. Quel message souhaitez-vous adresser à la France? Je voudrais dire aux Européens et aux Français que votre solidarité, vos mouvements, vos rassemblements et vos manifestations nous donneront de la force. Toujours le rapport de force. Et vous devez agir de plus en plus fort, car la France et l'Europe parlent sans cesse des droits de l'homme. Le moment est venu de les protéger. Nous respectons les Européens, les Français, nous sommes voisins. Nous vivons dans la même région, la Méditerranée. Et la sécurité dans cette zone doit être assurée. Sans paix pour le peuple palestinien, sans fin de la guerre, toute la région sera en proie à la violence, ce qui n'est bon pour personne. Nous avons besoin de vivre en paix. Et je vois difficilement comment le contredire, tout le monde. Donc voilà, petit point du coup sur les journalistes, parce que c'est ce qui est pas mal ressorti du coup ces derniers temps. Les chiffres sont absolument terrifiants. Ça fait en moyenne 2,5 attaques de journalistes par jour. C'est ça, il y a les jours un peu de chill où t'as que 2 attaques contre les journalistes, et les jours un peu plus vénères, t'en as 3 quoi. Ça me tabasse. Mais alors, c'est génial. Je viens de penser à un truc. Parce que du coup, quand t'as littéralement, genre, le gouvernement israélien qui met en place des politiques pour supprimer, donc tuer les journalistes sur leur territoire, tu vois, avec des chiffres qui sont hallucinants, hein. Genre plus de 200 journalistes, c'est genre absolument hallucinant. Tu vas avoir la totalité des médias qui vont te dire que c'est la plus grande démocratie du Moyen-Orient, et qu'en fait il faut respecter la démocratie, et qu'en fait c'est la démocratie, donc en fait c'est la démocratie, tout va bien, tu vois. Par contre, si jamais ces petites merdes de la France insoumise osent ne pas donner l'accréditation à un journaliste du Monde, à ce moment-là, scandale d'État! Les journalistes censurés par la France insoumise! Mélenchon le dictateur! Attention tout le monde! Mélenchon qui refuse! Ah là là, quel vilain dictateur! Au secours! Tu sais, alors que t'as les mêmes putains de saloperies de journalistes qui n'ont pas un mot pour ces gens-là, pour leurs collègues. Par contre, il y a Joris Dubois qui a passé l'accréditation, alors là, ça fait waouh pendant 2 semaines, hein. Ça, y a pas de problème, hein. Ça, y a vraiment, mais aucun problème. Mediapart, d'ailleurs, hein, Mediapart par rapport, à la Palestine, ils en pensent quoi, du coup, des journalistes qui se font tuer, Mediapart? Vraie question, hein, parce que bon, en ce moment, c'est quand même un peu de dinguerie sur dinguerie, Mediapart. Ça rend un peu ouf, hein. Je vais pas vous mentir, ça rend un peu ouf, hein. Bref, ça vous dit, on se calme en parlant de Donald Trump. On est toujours dans Gaza, donc ça va être horrible. Parce que oui, le projet de Rivera à Gaza, c'est pas une vanne, hein. Le projet de Rivera à Gaza, le plan de Trump à 100 milliards de dollars pour parachever le génocide. Un document de 38 pages
qui circule dans l'administration Trump et révélé par le Washington Post dimanche 31 août, prévoit de déplacer toute la population du territoire palestinien qui serait placée sous l'administration états-unienne pendant 10 ans pour le transformer en un centre touristique et technologique. Un projet conforme au plan de nettoyage ethnique présenté par le locataire de la Maison Blanche en février dernier. Vous voyez que les gens ont fait des super images IA pour présenter un peu ce projet. J'aimerais bien retrouver la vidéo d'origine pour montrer à quel point c'était quand même une immense catastrophe. Attendez, je vais regarder si je peux pas trouver la vidéo. C'était ça tout le monde. C'est Donald Trump qui l'a publié. Hein. C'est Donald Trump qui a publié ça. Hein. Oui, c'était avant qu'il s'engueule avec son puppy Musk. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Voilà. Juste pour vous rappeler un petit coup d'indécence. C'est pas du bien un peu d'indécence là comme ça en perfusion? Allez. D'ailleurs, je peux s'y remarquer, mais il y avait une femme à barbe dans le clip. Donc, est-ce que finalement il cautionne les femmes à barbe? Allez savoir. Il y avait jusqu'alors des mots. Il y a désormais un plan ficelé sur des ruines toujours fumantes. Ce 31 août, le Washington Post a révélé un document qui circule dans l'administration Trump pour l'avenir de la bande de Gaza. Cette brochure très détaillée de 38 pages, intitulée Reconstitution, accélération économique et transformation de Gaza, great si on prend que l'acronyme, expose le projet de tutelle états-unienne sur l'enclave palestinienne pour une période d'au moins 10 ans, durant laquelle le territoire serait transformé en zone touristique, la fameuse Riviera de Donald Trump, et en pôle de technologie de pointe. Washington ne se cache plus de participer au nettoyage ethnique avec Israël. La fuite de ce document intervient au moment où se prépare l'invasion contestée de Gazaville, mais permet de faire oublier l'absence d'avancée sur les négociations, tout en projetant certains acteurs, notamment arabes, dans l'après. Pour parvenir à leur fin, les États-Unis envisagent le déplacement des 2 millions d'habitants, soit des départs prétendument volontaires. Hein. Bon après, les Américains, faire des grandes déportations, ça a toujours été un peu leur cam, hein. C'est limite comme ça qu'a été créé leur pays, hein, la piste des larmes, remember. Soit par un déplacement forcé vers des zones sous contrôle et soumises à autant de restrictions. La Libye, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, l'Indonésie, voire le Somaliland, qu'aucun pays ne reconnaît pour l'heure, ont déjà été présentés comme des solutions potentielles pour la déportation des Palestiniens. Tiens, c'est marrant qu'il n'ait pas proposé Madagascar. Ça aurait peut-être rappelé des mauvais souvenirs. Interrogé en février sur Fox News sur la possibilité pour les habitants de revenir une fois Gaza reconstruite, Trump est clair. Non, ils ne reviendraient pas. Car ils auront des logements bien meilleurs. Bien sûr, évidemment. Ah bah oui, c'est bien connu que généralement les populations déportées, en particulier les populations gazaouis, quand ça se retrouve déporté dans les pays voisins, ça ne fout pas la merde. C'est bien connu quand même que à chaque fois qu'il y a eu des déportations de Palestiniens dans les pays voisins, ça s'est toujours bien fini. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Comme une tradition administrative de l'affirmation de l'ancien chef du renseignement israélien, Aaron Haliva, selon laquelle des Palestiniens ont besoin d'une Nakba de temps en temps, en référence au nettoyage ethnique de 1948, qui servit de fondement à l'établissement du projet colonial. Allez, petite Nakba, ça vous dit pas? On s'en organise une comme ça, histoire de... Voilà, pourquoi pas, hein. 30% des terres de Gaza accaparées pour une durée allant jusqu'à 99 ans.
Un grand renfort de cartes, de graphiques, de futurs plans d'aménagement et de photos de gratte-ciel générés par IA, le document permet de comprendre comment une Gaza prospère pourrait s'insérer dans l'architecture régionale pro-américaine dans le cadre des accords d'Abraham. Ces accords, initiés lors du premier mandat du président Trump en 2020, visent à la nomination des relations des pays arabes avec Israël sans que la question de l'autodétermination palestinienne ne soit réglée. Ah bah non, c'est pas le problème, hein, ça ne les intéresse pas du tout. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et le Maroc les ont déjà rejoints, tandis qu'Israël remodèle la région par la force. La priorité des Américains reste de convaincre l'Arabie saoudite de rejoindre ces accords. Ils se sont dit, l'Arabie saoudite, ils adorent les images faites par IA, un petit peu genre cyberpunk, ils kiffent ça, non? Ça va les convaincre, je pense. Le redressement de Gaza dépend du démantèlement du Hamas et de la réintégration dans la région, indique ainsi le document, faisant du territoire au carrefour stratégique du commerce entre l'Europe, les pays du Moyen-Orient et l'Asie, un point d'or aux nouvelles routes énergétiques venues de l'Inde via le Golfe. Pour ce faire, les États-Unis envisagent une zone économique spéciale allant de Sderot au nord de Al-Arik, donc c'est en Israël et en Égypte. Un projet qui n'oublie pas l'exploitation des champs de gaz et de pétrole au large de Gaza, au-delà de se situer dans les eaux territoriales israéliennes. Bah oui, ce serait dommage de les oublier quand même, elles sont intéressantes ces ressources quand même, vous trouvez pas? En plus d'en finir avec les foyers de contestation dans un Gaza présenté comme un proxy iranien, Washington, alors que le vrai proxy dans la région c'est Israël et c'est le vôtre. Washington envisage un territoire exclusivement marchand et sous contrôle technologique. À l'instar de la stratégie de Haussmann dans le Paris du 19e, ce plan vise à s'attaquer à l'une des causes profondes de l'insurrection qui sévit actuellement à Gaza, son aménagement urbain, explique le rapport états-unien. Quoi ? Est-ce qu'il est en train de comparer la création du champ de Mars avec un génocide? Non, parce que bon, Hoffman, c'est pas un mec très cool, là. Plein de trucs dont on pourrait reparler sur l'histoire de monsieur Hoffman. Bon, il y a plein de trucs pas cool, tu vois. Mais alors, là, le parallèle. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a en ce moment avec les parallèles avec la France? En ce moment, Trump, c'est quoi son délire? Genre, il est en mode, il parle de Rivera, il parle de Hoffman. C'est quoi son projet? Il essaie de nous draguer? Genre, qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre. Haussmann, pardon, je dis Hoffman par habitude. Euh... Dans le droit fil de la stratégie coloniale israélienne, c'est un vol caractérisé des terres auxquelles s'adonneraient les États-Unis, qui prévoit que le capital initial repose sur la location par un trust de plus de 30% des terres publiques de Gaza pour une durée de 25 à 99 ans. Alors, on avait lu 10 ans au-dessus, mais apparemment, ça peut peut-être durer un siècle. Une économie de 23 000 dollars par expulsion. Quoi? En l'échange, chaque Palestinien qui accepterait de quitter sa terre se verrait allouer une somme de 5 000 dollars en espèces et une enveloppe pour couvrir 4 ans de loyer et 1 an de nourriture. Tout semble calculé puisque selon ce plan, le départ de chaque habitant permettrait au trust d'économiser 23 000 dollars par rapport au coût du logement temporaire et des services de survie dans les zones dites sécurisées pour ceux qui restent. Quoi? Et vous vous feriez déporter pour 5 000 balles, vous? Et sinon, Trump. Je propose qu'on fasse un truc avec Trump. On l'attrape, on lui donne 5 000 balles et on le déporte à un endroit au pif. Et on lui dit, bah, c'est toi qui voulais, c'est ta politique. Qu'est-ce que t'en penses, dis donc? C'est une folie. J'arrive pas à croire qu'on vient de lire ça.
Le mec est ouf. Et en plus, il est en mode, ça nous fera faire des économies. Parce qu'en fait, ça coûte trop cher de s'occuper des Palestiniens. Sous Donald Trump, les États-Unis n'ont désormais plus rien à envier à une république bananière. Son gendre, Jared Kushner, qui possède de nombreux intérêts privés dans la région, et la fondation de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair sont étroitement associés à l'élaboration des projets. Il participe ainsi à une réunion le 27 août à la Maison-Blanche sur le futur de Gaza. Selon Washington, les bénéfices qui pourraient permettre à... les bénéfices pourraient même être 4 fois supérieurs à l'investissement initial de 100 milliards de dollars. À l'issue de la période de 10 ans, le projet prévoit enfin des investissements émiratis et soudanais à travers le Saudi Bin Laden Group, fondé par le père d'Oussama Ben Laden. Mais c'est une fanfic. Attends, quoi? Attendez, quoi? Le projet prévoit enfin des investissements émiratis et saoudiens à travers le Saudi Bin Laden Group, fondé par le père d'Oussama Ben Laden. Genre, je vous jure que j'ai dû m'abonner pour lire l'article, c'est pas de l'IA. Les deux paragraphes que je viens de lire sont insane. Genre, il y a le paragraphe qui dit que Donald Trump il veut donner 5000 balles et 1 mars aux Palestiniens pour qu'ils dégagent. Et ensuite, genre, je pète mon crâne. Je deviens complotiste, non mais... Le placement du territoire palestinien sous l'administration du Great Trust pendant 10 ans avant de le laisser place à une obscure entité palestinienne réformée et déradicalisée ne fait évidemment nulle mention d'un État palestinien à terme. Le document balaie ainsi d'un trait de plume la proposition arabe. Cette dernière suggérait de former un gouvernement composé de théocrates de Gaza et de responsables de l'autorité palestinienne financée par les États du Golfe Persique. Elle prévoyait en outre le déploiement de forces de maintien et de la paix arabes et de la formation de policiers en Égypte pour travailler au désarmement. Sous couvert de nouvelles technologies et de quartiers ultra sécurisés, l'administration Trump entend renforcer la balkanisation, rien à voir avec Balkany, déjà en cours du territoire, et la surveillance algorithmique des populations restantes sur le modèle du profilage social en place en Cisjordanie. L'idée même de gestion de l'enclave par un trust annihile toute possibilité de gouvernance politique. Oui, ils veulent privatiser Gaza, littéralement. Voire d'unité avec la Cisjordanie occupée. Oui, en fait, ça leur permet aussi de séparer la Cisjordanie. C'est une manière d'en finir de facto avec la solution à 2 États et de troquer l'autodétermination contre des promesses de retombées économiques qui bénéficieront avant tout aux sociétés israéliennes et étrangères. Genre vraiment, Donald Trump, il a dit TKT le ruissellement. Genre, enfin... Eh bah putain. Voilà, donc en fait, moi, ce que je voulais mettre en lumière, au-delà du coup du fait que ils butent des journalistes et ils veulent surtout pas qu'on voit ce qui se passe là-bas, parce que bon, ce serait dommage d'avoir des images de Gaza avant d'installer une très très jolie plage de sable blanc par-dessus. L'Europe donne déjà de l'argent, hein, du coup, aux entreprises gazaouis pour qu'elles puissent entreprendre. Les États-Unis prévoient carrément de privatiser Gaza pour aussi créer un pôle entrepreneurial, innovation, je sais pas quoi. Est-ce que c'est assez clair maintenant, les liens qu'il y a entre le monde de la Startup Nation, de l'innovation et des nouvelles technologies et l'autoritarisme, le fascisme, j'ai envie de dire le nazisme, mais on va encore me dire que je... Bref, enfin, je suis désolé, Donald Trump, c'est un nazi. Est-ce que c'est plus clair maintenant, en fait? Les ponts qu'il y a entre toutes ces notions-là et ce genre de shit. Est-ce que ça semble un peu plus évident pour tout le monde de voir que, bah, en fait... oui, l'innovation, c'est quand même un très joli mot à mettre par-dessus un génocide, hein, quand même. L'impérialisme, c'est ça le lien. Effectivement. Et puis le lien, ça a toujours été en fait la profonde hybridation publique-privée qui a toujours eu lieu dans les colonies. C'est un truc qu'on avait déjà vu quand on a regardé du coup les vidéos de Tao Kahn. Et oui, ce lien il s'est déjà chez les nazis, bien sûr. Évidemment que le lien il s'est déjà chez les nazis.
Euh, c'est juste ça s'est encore renforcé maintenant. Mais du coup, nous on a vu chez Tao Kahn que justement les colonies, c'est l'endroit ultime où les intérêts privés et les intérêts publics convergent. Donc c'est évident en fait que on va entendre parler de ce genre de truc et qu'on va avoir l'impression, tu sais, t'as Donald Trump qui parle de génocide et t'as l'impression d'entendre Macron. C'est ça le lien. Bref, on va s'arrêter là du coup pour les infos sur Gaza. Merci d'avoir suivi tout ça. On continue à s'informer autour de toutes ces histoires-là. Tout le monde, écoutez. Kiss YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur soutien si t'en as envie.